Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal, une édition un peu spéciale à quelques jours de la rentrée, puisque nous recevrons dans quelques instants Édouard Fritsch, président du gouvernement de la Polynésie française, qui viendra nous commenter l'actualité de ces dernières semaines. Mais d'abord, ce projet de nouveau à la une, Utuaraea, ce quartier insalubre situé tout à côté de l'aéroport de Faa. À plusieurs reprises, il a été question de réhabilitation. Cette fois, l'OPH promet l'aménagement d'un village de pêcheurs, d'un village pour les pêcheurs lagonaires qui viendrait s'ajouter aux 100 logements déjà prévus. Le point sur ce dossier dans quelques instants. Un rendez-vous manqué pour l'association 193. Le congrès des maires qui s'est achevé à Rikitea hier n'a pas fait mention du fait nucléaire, pourtant reconnu par le pays et l'État. Alors, quelles sont les modalités et les compétences des maires en la matière? Pour l'heure, rien n'a été évoqué. Et Vogue Petit Navire, la page de la saga 2019 s'est refermée à Bora Bora. Les familles d'accueil, les organisateurs, mais surtout les enfants défavorisés du Fénois ont conclu en beauté leur jolie colonie de vacances. Et puis, en fin de journal, je vous emmène dans les airs, ou presque. Le site d'Acrobranche du Belvédère à Pirée ne désemplit pas le week-end. Vertige et sensations fortes assurées. C'est ce que l'on appelle un serpent de mer, le réaménagement du quartier insalubre Utuaraea, situé à 2 pas des pistes de l'aéroport de Faa, est en projet depuis des années. Les projets de réhabilitation se sont d'ailleurs multipliés. Cette fois, l'OPH s'est vu fixer une nouvelle feuille de route avec l'aménagement d'un village pour les pêcheurs lagonaires. Mais d'un bout à l'autre du quartier, les situations sont bien différentes. Sur place, Thierry Stampfler, Hiro Terorotua. Un pylône électrique comme symbole de confiance. Pour obtenir l'électricité installée il y a 16 ans dans cette partie de Utuarea, les habitants s'étaient engagés à 1. Qu'il n'y ait plus de nouveaux arrivants et 2. Accepter un relogement pendant 4 à 6 ans, le temps de construire une centaine d'habitations, un nouveau quartier qui devrait ressembler à ces quelques photos. La zone rouge de sécurité de 150 mètres à partir de la piste d'aéroport restera sans habitation et des loyers très bas seront appliqués. C'était un bon accord avec les partenaires. Il faut dire que quand même c'est un travail qu'on a fait ensemble, en partenariat avec eux. Et il faut dire qu'il y a des aides, des aides sociales. Et puis il faut se dire aussi que les familles qui vivaient ici, ils ont l'habitude de vivre comme ils vivent tous les jours. Et ils ne payent pas de loyer et tout. Alors c'est quelque chose de nouveau quand même qu'on leur demande. 200 mètres plus loin, dans ce que l'on appelle le village des pêcheurs, Daniel utilise encore le solaire et les groupes électrogènes. Ici, pas d'électricité et les discussions sont beaucoup moins avancées. Les 9 foyers se sont vus proposer la construction de maisons et d'une sorte de marina pour leurs bateaux de pêche, ce qui leur paraît presque trop car ils ont peur de devoir payer, même pour ranger les bateaux. Parce qu'ici, les pêcheurs, ce n'est pas la super pêche pour le super commerce, c'est juste pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc un truc tout simple, ce sera bien aussi. Parce que si le marina c'est pour les pêcheurs ou pour les autres qui viennent par dehors. Si le marina on paye, nous on n'est pas d'accord ça. Tu payes ça tous les jours, ton loyer, ton courant, tout. Ça va faire beaucoup trop. Donc tu vas finir par te retrouver encore à la rue là, avec presque rien si tu n'arrives pas à tout payer. Le niveau des futurs loyers et l'endroit où les familles seront relogées pendant les travaux. 2 autres éléments fondamentaux sur lesquels les habitants restent sans réponse dans cette partie-là du quartier. Prochaine réunion avec l'OPH dans quelques semaines pour en rediscuter afin que l'ensemble de Utuarea commence peut-être à prendre un nouveau visage à l'horizon 2025. Le congrès des maires s'est achevé sur un goût amer pour l'association 193. En effet, si l'environnement s'impose aujourd'hui comme une priorité, rien sur le nucléaire et ses conséquences pour les Polynésiens, Rikitea. Pourtant, on sait aujourd'hui que le pays et l'État souhaitent s'engager sur un processus de réparation. Mais quel est le rôle des premiers magistrats de Polynésie dans ce dossier? Quelles sont leurs compétences? Belinda Tumatariri et Marcel Bonneau ont fait le point avec les membres de l'association. C'est ici, au domicile de la secrétaire de l'association 193, que depuis 2015, les membres se retrouvent. Cette fois, il ne s'agit pas d'accompagner un vétéran atteint d'un cancer, mais bien du rendez-vous manqué avec le ministre Sébastien Lecornu. On a demandé une rencontre avec le ministre, direct. Mais on nous a dit non, c'est son collaborateur. Nous, on ne veut pas le collaborateur. On veut le ministre direct.
On est un peu oublié. Donc du coup, effectivement, qu'on a le congrès qui est ici, c'est le moment de parler de ça, effectivement, comme c'est le thème et l'environnement. Objectif de l'association, sensibiliser les membres du gouvernement français au cancer de la thyroïde, aux fausses couches, mais aussi au cancer du sein et de l'utérus qui ne cesse de gagner du terrain. Tepoé, 49 ans, a perdu son papa il y a à peine 3 mois d'un cancer du côlon. Et son cas n'est pas isolé. Ma belle-mère, décédée il y a 1 mois, cancer de l'utérus, thyroïde et utérus, ma grand-mère thyroïde, ma petite sœur Fahamou, cancer de l'utérus aussi, qui est décédée aussi. Ici à Rikitea, chaque famille est malade. L'incompréhension domine le doute et la colère. Depuis la création de leur association, les militants œuvrent pour une prise de conscience générale. Mais pas toujours facile quand on perd un proche trop vite, trop tôt. Parce que c'est arrivé tellement vite qu'on n'a pas vraiment encore même emmagasiné le fait qu'il soit parti. Mais c'est vrai que tout doucement, à force d'y réfléchir, on se pose des questions. Dans le district de Kirimiro, nous avons également rencontré Virginie, opérée d'une tumeur à la thyroïde il y a à peine 1 an. Elle a dû quitter son île pour se faire soigner. J'ai été sur la France pour traiter de l'iode. C'est pas évident aussi de gérer cette maladie. Faut-il militer pour un dépistage plus régulier? Le médecin référent du nucléaire se déplace rarement. Direction l'ONU à présent, où vendredi, le ministre de la Culture et de l'Environnement polynésien a co-présenté avec la France la demande de revendication de l'extension du plateau continental au large de la Polynésie française, en dehors des zones économiques de la zone économique exclusive. Cela permettrait au pays d'agrandir sa ZEE de 230 000 km² de fonds marins au large des Marquises, des Tuamotu et des Australes. Le dossier va être maintenant étudié par les experts de l'ONU. Édouard Fritsch, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, un mot sur ce projet d'extension continentale. Il s'agit de quoi exactement? Pourquoi ça doit passer par l'ONU? Parce que c'est une gestion de la zone commune internationale et l'ONU donc coordonne les réponses qui doivent être apportées en fin de compte à plusieurs pays du Pacifique qui demandent l'extension de leur zone économique. Ce sont le phénomène des plaques continentales. Nous sommes naturellement aussi intéressés en Polynésie française. Nous avons une grande zone économique, mais ceci élargirait donc le potentiel dont nous pouvons bénéficier en matière de taux par exemple. Et les richesses. Et les richesses naturellement sous-marines, puisque l'avenir nous dira. Il y a un comité d'experts, ça va se travailler, c'est ça? Donc, je crois que Hérémoina vous apportera plus de détails là-dessus. Effectivement, un comité d'experts devra se réunir pour conclure. Alors, la Polynésie a accueilli 2 ministres du gouvernement Macron en quelques jours quasiment, Nicole Belloubet et Sébastien Lecornu. Quel est l'intérêt pour le pays de ces visites? L'intérêt pour nous, c'est de faciliter le traitement de nos dossiers à Paris. Lorsque quelqu'un se déplace et met le doigt sur le problème, lorsqu'il constate de lui-même les difficultés, le problème de la continuité territoriale pour notre ministre Lecornu est une réalité aujourd'hui. Je l'ai envoyé exprès à Tenga, dans une toute petite île où effectivement 80 âmes vivent, mais loin de tout, mais dans les mêmes conditions qu'une commune comme Piréa, comme Aroué, comme d'autres, où le maire est confronté à des difficultés de gestion. Voilà, c'est le côté positif de ces déplacements. Vous nous confirmez la venue d'Emmanuel Macron en 2020? Oui, et comme vous le savez, Lecornu est aussi venu en préparation de ce déplacement, puisqu'il y aura 2 phases dans ce déplacement. Une phase locale, naturellement, ça c'est notre problème avec le Haut-Commissariat, mais une phase océanienne, puisque le président veut organiser ici le One Planet Summit océanien, donc destiné aux chefs d'État du Pacifique. On aura l'occasion d'en reparler. Alors on vient au chapitre social, on vient de le voir, un énième projet de réhabilitation à Faa. Ça fait bientôt 8 ans que les choses doivent bouger
pourtant c'est toujours la politique de l'immobilisme. Pourquoi ça bouge pas? C'est pas la politique de l'immobilisme. Je crois qu'effectivement, ce sont des quartiers qui... C'est même pas 8 ans, je crois que c'est 30 ans quand on en parle, puisque ces populations sont dans la zone de sécurité de l'aéroport. Donc il faut les dégager à tout prix. Mais je crois que c'est le résultat d'une bonne entente aujourd'hui entre la commune de Faa, le pays et l'État, puisque c'est l'État qui est propriétaire des terrains, le pays va financer. Donc le fait que nous discutions beaucoup et que la commune de Faa soutienne aussi ce projet aujourd'hui facilite pas mal les choses. Alors un autre secteur qui cherche un nouveau souffle, on en parlait hier, c'est la perliculture. Hier, les professionnels des Gambiers se sont réunis pour tenter de réorganiser la filière et ils dénoncent un certain clientélisme, notamment en matière de concessions maritimes. Alors est-ce que la Polynésie ne doit pas en finir avec ces liens entre la politique et l'économie? Non, je crois que la Polynésie a fini avec ce genre de mécanismes ou d'habitudes qui ont été prises. Et je me réjouis que le comité des Gambiers ait pu enfin élire leurs responsables et ils seront effectivement les porte-parole des Mangaréviens, ils seront les yeux et ils viendront donc et participeront au comité de gestion et auront enfin leur mot à dire. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas les concessions maritimes, le vrai problème, c'est le prix de vente de la perle. Et là, il y a beaucoup d'ordre à mettre parce qu'effectivement, il faut lutter contre l'envahissement du marché par les perles de mauvaise qualité qui viennent tirer vers le bas celles de bonne qualité. Mais c'est aussi quelque chose qui a été oublié ces dernières années. On aurait dû être peut-être un peu plus vigilant là-dessus. C'est vrai qu'on aurait dû être beaucoup plus vigilant et peut-être prendre des mesures beaucoup plus drastiques, car il faut effectivement qu'on prenne les moyens. Alors, Rikitea, le congrès des maires, là encore une actualité chargée avec l'environnement. Quid du nucléaire qui n'a pas été évoqué dans les débats? Les maires et le syndicat pour la promotion de communes n'a pas effectivement retenu le sujet du nucléaire puisque ce n'est pas de sa compétence. C'est un problème qui lie le pays et l'État. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous faisons beaucoup pour faire avancer l'indemnisation de ces personnes et surtout, parce qu'il n'y a pas que l'indemnisation des personnes, mais il y a le volet économique et il y a le volet environnemental. Justement, le volet économique, on y vient avec, là encore, vous nous dites chaque année, tous les feux sont au vert et pourtant on se rend compte qu'il y a des grands projets comme le village caïtien, comme Hao, qui ne trouvent pas d'investisseurs ou les investisseurs s'en vont, les Hawaïens, les Maoris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à conclure? Vous savez, c'est vrai qu'on a beaucoup compté sur ces gros chantiers. Mais j'ai envie de vous dire que déjà le pays va un peu mieux. Effectivement, l'ouverture de ces gros chantiers vont répondre à cette demande d'emploi qui, effectivement, aujourd'hui est importante. Mais nous ne voulons pas non plus brader notre pays. Nous avons signé dernièrement avec des Néo-Zélandais. Entre brader et échouer sur il faut faire attention. Si on regarde le sujet de Hao, par exemple, nous faisons appliquer la réglementation et toute la réglementation. Nous ne voulons pas parce que nous avons besoin d'argent, nous avons besoin d'activité. Ça va se faire ou pas? Ça va se faire. Je crois que ça va se faire puisque, à quel horizon? Puisque la société vient de déposer donc un nouveau permis de construire, modifiant ainsi son programme de départ. Mais je suis optimiste, ça se fera et je l'espère d'ici la fin de l'année qu'on verra quelque chose arriver à Hao parce que c'est notre intérêt à tous. Voilà. Alors justement, Hao, un mot sur la santé. Demain, il y a une délégation de l'OMS qui arrive avec l'ensemble des ministres de la santé du Pacifique. On sait qu'il existe des déserts médicaux en Polynésie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retenir les médecins? Les médecins s'en vont, ils ne sont pas assez payés, c'est éloigné. Est-ce qu'il existe une médecine à deux vitesses? Ce sont des conditions de vie qui sont quand même tout de même difficiles. Je ne peux pas retenir un médecin qui ne veut pas travailler en Polynésie française. Ceux qui viennent en Polynésie sont les bienvenus et nous faisons tout pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Mais nous luttons contre les déserts sanitaires. En Polynésie, il n'y en a pas, puisque pratiquement dans toutes les îles, vous avez un poste de secours avec une infirmière ou une personne qui est chargée de cela. Nous allons chercher nos malades lorsque les cas graves se présentent et nous les évacuons sur l'hôpital. Donc, nous faisons tout pour que cette santé soit à la direction, c'est ça, au directeur de l'OMS. Nous allons les recevoir et naturellement, la Polynésie française est toute heureuse de recevoir chez elle aujourd'hui cette réunion de tous les
ministre de la Santé et nous avons des petites choses à leur montrer. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être venu nous voir et d'avoir répondu à nos questions. En sport, un incident qui aurait pu mal tourner hier à Mahaena. Des trailers se sont retrouvés en difficulté. Ils ont été bloqués sur un gué à cause d'une crue soudaine. 160 athlètes ont été secourus. 2 coureurs ont été emportés avant d'atteindre sains et saufs l'autre rivage. Bonne nouvelle chez nos voisins calédoniens, la décision n'est toujours pas effective ici, malheureusement, mais depuis le 1er août, les sacs plastiques à usage unique sont interdits sur le Caillou. Les consommateurs peuvent désormais se tourner vers les sacs bio, mais voilà, certaines habitudes ont la vie dure. Le reportage de Laura Chintou et Patrick Nicard. Les sacs plastiques à usage unique, c'est fini, en théorie, parce qu'en pratique, on en trouve encore beaucoup, comme ici sur les étals du marché. Pourtant, il faudra que les consommateurs changent rapidement leurs habitudes. C'est pas vraiment pris en considération et que la moitié ou la plupart des gens s'en fichent un peu. J'en ai déjà débattu avec certaines personnes qui m'ont dit qu'ils ne voyaient pas comment faire pour échanger le plastique par autre chose. Donc c'est qu'ils ne se forcent pas trop parce qu'avant on faisait 100. Et si tout le monde joue le jeu à chaque fois, à la fois les commerçants qui disent bah non désolé j'ai plus le plastique, je pense que les consommateurs au fur et à mesure vont prendre l'habitude. Et je pense que c'est pas un grand geste par rapport aux bénéfices qu'on peut en attendre pour préserver toute la planète. Les commerçants, eux aussi, vont devoir s'adapter, mais pour l'heure, ils se retrouvent avec leurs sacs plastiques sur les bras. On a fait des stocks, on a plus de 400 000 francs de pochons, parce que voilà, on prend en grosse quantité pour toute l'année. On est d'accord pour ça, mais c'est le problème pour les poissons entiers. Comment on va faire ? Il va pourtant falloir trouver rapidement des emballages tout aussi pratiques et étanches, mais plus écologiques. Ça va être certainement onéreux parce que bon, les pochons qu'on avait déjà auparavant, c'était un peu cher, donc on les facturait pas aux clients. Mais maintenant, ceux qui auront besoin, on leur demandera, est-ce que vous voulez un pochon ? C'est temps. S'ils veulent pas, après c'est eux à se fournir à l'avance, d'amener leur cabas, leur glacière ou autre chose. Il faudra un temps d'adaptation avant de pouvoir se défaire des sacs plastiques à usage unique. La direction des affaires économiques du gouvernement, qui assurera le suivi de cette réglementation, procédera prochainement à des contrôles sur le terrain sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et il paraît, c'est en off, que cette interdiction pourrait intervenir dès le début de l'année prochaine ici en Polynésie. Ça y est, c'était le dernier jour de la saga Bora Bora et c'était la fête. Une grande régate lagonaire, une danse offerte aux familles d'accueil avec un constat qui ravit les organisateurs une fois encore pour la 27e édition. Les enfants défavorisés du Fénois ont vécu de belles vacances. Retour en images avec Ambroise Colombani et Hotuari Colombani. Ce matin, c'est un réveil pas comme les autres. Il est l'heure de se préparer, le temps de faire sa toilette, prendre un léger petit déjeuner. Les valises sont bouclées. Dans 1 heure, la navette quittera le quai de Veitapé pour se rendre à l'aéroport situé sur le Motu. C'est avec un cœur assez triste que Thierry s'assure des derniers petits détails. C'est la vie de tous les jours. Il y a les petits bobos, heureusement que c'est pas... En tout cas, je viens de voir qu'elle a mal aux oreilles. Donc on va aller voir à la Tati au quai de Veitapé. C'est le grand rassemblement, point de départ de Veitapé. Les familles d'accueil sont présentes, le staff de la saga également. Il est temps de donner les dernières consignes avant d'embarquer, car les enfants de la saga repartiront sur différents vols à destination de leur île ce matin. 61 enfants qui rentrent sur Papeete avec 5 accompagnateurs. Donc là, je fais l'appel de toutes les familles d'accueil qui doivent déposer leurs enfants pour la navette de 10h10. Il est temps d'embarquer. C'est l'heure des au revoir. Les familles d'accueil se détachent désormais de leurs responsabilités, mais pas toujours facile. Je les remercie de ce qu'ils nous ont apporté. C'est impossible. Je vous aime, les chers familles d'accueil, et merci. C'est un moment très douloureux de se dire au revoir. Cela fait maintenant 1 mois que nous accueillons des enfants à la maison. Ils se sont attachés à nous et nous nous sommes également attachés à eux. Est-ce que tu as aimé la saga Bora Bora? Oui, j'ai aimé. C'est la première fois que je fais. Ça va te manquer, Tati aussi? Elle va te manquer? Oui, elle va me manquer. Un chapitre de la saga se referme, notre souffle désormais. Ce qu'il faudra retenir de cette 27e édition, c'est la joie et tout l'amour qu'auront reçu plus de 700 enfants qui auront participé à la saga 2019 à Bora Bora.
Il faut parfois avoir le cœur bien accroché, c'est le cas de le dire. En haut de la route du Belvédère à Pirée, les fans d'Acrobranche se donnent régulièrement rendez-vous pour un bon shot d'adrénaline. Des parcours pour tous les âges. Florence O'Kelly et Hubert Liao n'ont pas eu le vertige aujourd'hui. Regardez. En matière d'acrobranche, le plus important, c'est la sécurité. Esteban, 4 ans, est solidement harnaché avant de se rendre sur le parcours. La première étape, c'est d'apprendre à insérer ce crochet sur le filin. Le départ, ils sont accrochés jusqu'à la fin du parcours, où ils ne peuvent pas retirer le crochet justement, parce que le câble il est trop gros au niveau de la fente qui est ici. À petits pas prudents, Esteban s'engage sur le pont, suivi d'Eva et de Malia. Habituée à l'acrobranche, Malia est venue soutenir sa petite sœur sur ce parcours pour jeunes enfants. Ça t'apprend à pas avoir peur, à surmonter ta peur et quand tu réussis, d'être content que tu as réussi. Étape par étape, Esteban, Eva et Malia se rapprochent du bouquet final, la tyrolienne, accessible aux enfants à partir de 3 ans, sous le regard de leurs parents. Ça change de la plage ou d'aller en bateau et donc on vient ici à la montagne, ça change un peu quoi. C'est super pour eux, ça le met en confiance, c'est vraiment un super endroit, il fait frais, on s'y sent bien et les enfants s'éclatent quoi. Pour les plus grands, en quête d'adrénaline, le parcours les emmène près des cimes. En tout, 46 plateformes, dont plusieurs tyroliennes, pour vivre des émotions fortes. J'ai peur. Mais sinon, bon, moi j'ai le vertige, donc j'essaie de vaincre ma peur, mais c'est génial. Ouvert en 2012, le Rainbow Park est l'œuvre d'un passionné d'Australie. Manu Tea s'est inspiré des parcs naturels de la Gold Coast. Quelle était ton intention en ouvrant ce parc ? C'était vraiment de faire un parc de loisirs et un parc animalier pour associer les enfants et les animaux, le respect de la nature et en même temps amener cet esprit ludique. Le Rainbow Park est ouvert tous les week-ends, prévoyez de 2 000 à 6 000 francs en fonction des parcours, avec en prime une vue imprenable sur l'océan. Voilà, je vous le disais, un bon shoot d'adrénaline. Et sachez qu'un autre parcours d'acrobranche existe à Moorea. Dans les airs, toujours cette image. Pour sa deuxième tentative, Frankie Zapata a réalisé l'exploit de traverser la Manche à bord de son flyboard ce matin. Le Français a mis près de 23 minutes pour relier le Pas-de-Calais à l'Angleterre. Après une courte halte à mi-chemin sur un bateau pour ravitailler sa planche volante en kérosène, il envisage aujourd'hui de construire ce qui pourrait ressembler dans le futur à une voiture volante. On attend ça avec impatience, l'atterrissage. Une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas devant leur petit écran le soir. Les journaux VA et JT seront diffusés à partir de demain soir en direct sur la page Facebook de la Première. Et puis, comme tous les dimanches soirs, votre agenda de la semaine. Lundi, on en parlait, arrive la délégation des ministres de la Santé du Pacifique avec le directeur général de l'OMS. Mercredi, le nouveau commissaire Dominique Saurin s'installe à Tahiti. Et vendredi, ce sera le coup d'envoi des championnats du monde de VA marathon en Australie. Je vous rappelle l'info à la une de ce journal avec ce projet à Aotearoa, ce quartier insalubre situé tout à côté de l'aéroport de Faa. À plusieurs reprises, il a été question de réhabilitation. Cette fois, l'OPH promet l'aménagement d'un village pour les pêcheurs lagonaires qui viendrait s'ajouter aux 100 logements déjà prévus. Nos confrères de la Dépêche titrent demain sur la rentrée scolaire avec la chasse aux fournitures qui a commencé. C'est la fin de ce journal. Demain en radio, Belinda Tumatariri et Ayata Taraou vous donnent rendez-vous pour l'info matinale. Demain soir, à cette même place, Caroline Fary. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.